direction Dieppe, à quelques minutes du bois des Moutiers. Résolument tournée vers la mer, Dieppe est surnommée la ville aux 4 ports. Aujourd'hui encore, 2 fois par jour, le ferry relie Dieppe à Newhaven, à moins d'une centaine de kilomètres, sur les côtes anglaises. Zoé Day est architecte et c'est à vélo qu'elle aime faire découvrir sa ville. On arrive au bout du quai Henri IV et on va atteindre l'entrée du port. Et j'aperçois au loin le ferry qui est en train tout juste d'arriver. Cette liaison avec l'Angleterre existe depuis le 19e siècle et a révolutionné le destin de la ville. Les Dieppois importent d'Angleterre la mode des bains de mer, faisant de Dieppe la première station balnéaire française. Si les bains de mer naissent à Dieppe, c'est sous l'influence anglaise et c'est aussi parce qu'on va développer les infrastructures de la ville. C'est-à-dire qu'on va avoir cette liaison maritime avec l'Angleterre et on va avoir une liaison ferroviaire avec la capitale, Paris. Et donc on va très rapidement organiser ces 2 liaisons de sorte que le transfert des passagers se fasse le plus rapidement possible, qu'on optimise vraiment les temps de trajet pour que Dieppe devienne une étape entre Londres et Paris. C'est sur cette plage dieppoise que les premiers baigneurs s'essayent à cette nouvelle pratique. Et au XIXe siècle, ils ne se baignent pas par plaisir, mais pour guérir toutes sortes de maladies. La peste, la rage et même les maladies mentales. C'est une pratique thérapeutique particulière, c'est-à-dire qu'elle est encadrée, et ça fait partie du prestige de Dieppe aussi, d'avoir des médecins avec également des guides baigneurs, officiellement habilités pour conduire les malades dans l'eau et pratiquer le bain à la lame. Alors le bain à la lame, c'est tout un rituel surprenant, parce que l'idée, c'est vraiment de jeter les baigneurs d'eau contre les vagues puissantes. La peur, le frisson, la surprise, le froid font partie de la guérison. Sur le front de mer, un des hôtels de la station balnéaire existe encore, le Castel Royal. Il est aujourd'hui transformé en appartement. Zoé nous invite sur la terrasse, fermée au public, pour une vue inédite de la ville. On a vu ici au premier plan sur la ville avec ses toitures à 2 pentes, assez dansantes. Et au cœur de ce centre, l'église Saint-Jacques qui se dresse là parmi les goélands. Au-delà de ce centre, on voit au loin le port de Dieppe qui s'enfonce jusqu'à l'intérieur des terres. Et puis on voit aux franges là, de ce centre historique le plateau de Caux. Les limites naturelles, on sent combien la ville est contrainte par cette géographie. En circulant dans la ville, Zoé observe l'architecture des quartiers dieppois pour en retracer l'histoire. Elle commence par le secteur le plus ancien, habité depuis le XIe siècle. Alors nous arrivons dans le quartier du Pollet, qui est le quartier historique des pêcheurs, avec un tissu urbain très médiéval, avec des petites ruelles. Et là, on arrive place du Petit Fort. On a construit ces maisons en utilisant les matériaux qu'on trouve dans le paysage alentour, tout simplement. On est allé chercher du grès en pied de falaise et évidemment ce silex qu'on trouve en masse avec nos plages de galets et nos falaises et leurs lits de silex. Ça donne une architecture très typique, avec des façades très marquées. Ce style normand marque l'identité de la ville. Mais Zoé nous emmène découvrir un quartier en décalage complet avec l'architecture typique du pays de Caux. Au XVIIIe siècle, un incendie ravage le centre-ville. Sous l'impulsion de Louis XIV, Vauban propose alors une reconstruction avec un plan d'urbanisme innovant, des rues larges et un modèle de façade unique,
en arcade. Ce qu'on retrouve dans cette architecture, c'est l'influence parisienne, hein. C'est une architecture qui a déjà été élevée dans les places royales, hein, place des Vosges par exemple. Et c'est vrai qu'il y a peu d'occasions au XVIIIe siècle de construire toute une ville selon un modèle unique et dans son entièreté. Donc c'est ce qui fait la particularité ici à Dieppe de ce centre historique. Là encore, les matériaux utilisés sont locaux, l'argile et le grès des falaises toutes proches. Cet îlot a été rénové récemment, redonnant aux façades leur faste d'antan. On avait auparavant une ville assez terne, avec des façades enduites très abîmées, noircies. Et aujourd'hui, on est en train de redécouvrir une ville lumineuse avec cette brique blanche et ces couleurs ocrées de badigeon qu'on peut décliner du jaune jusqu'au rouge. On est en train de transformer vraiment le visage de Dieppe. Zoé arrive maintenant vers le port de commerce pour nous faire découvrir l'un des joyaux du patrimoine dieppois. Voici le pont Colbert. C'est le dernier pont tournant en Europe avec son mécanisme d'origine. Il a été construit en 1889, en pleine révolution industrielle. Alors c'est un pont qui a une structure particulièrement intéressante. Il est construit donc quand l'acier est encore naissant, hein. Tout est monté comme un mécano géant. C'est exactement le même principe que la Tour Eiffel. Aujourd'hui encore, le pont Colbert fonctionne tous les jours. Dans la cabine des pontiers, c'est Christian Brichet qui est à la manœuvre. Moi, c'est OK. OK, on y va. La machinerie est hydraulique. L'ouverture du pont est commandée avec ses brinque-balles, en fonction des vents et du coefficient de marée. C'est une manœuvre exceptionnelle parce qu'elle n'est pas automatisée et qui est réalisée depuis plus de 120 ans de la même façon. C'est-à-dire que c'est un savoir-faire qui se transmet d'homme à homme depuis les origines du pont. À marée haute, en tournant, le pont libère l'accès au port de commerce. À chaque rotation, piétons et automobilistes doivent attendre la fin de la manœuvre. On peut apprécier le balai du pont parce qu'on a sous les yeux plus de 800 tonnes de fer. Ça nous offre à chaque fois un moment suspendu en fait, dans l'excitation urbaine. Dieppe ne serait pas Dieppe sans le pont Colbert.